Bonjour à tous, donc bienvenue à cette capsule qui explique la relation entre le volume et la température, aussi appelée la loi de Charles. Donc d'abord, on se rappelle que ce petit symbole indique proportionnel, donc le volume est proportionnel à la température et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que dépendamment de l'expérience que je ferai, je pourrais faire en sorte d'augmenter ma température. L'impact, c'est qu'il y aurait une augmentation du volume. Nous n'avons qu'à penser à la barre de savon Ivory dans le micro-ondes. Donc, j'ai chauffé les molécules de gaz et parce que leur température était plus élevée, eh bien, le volume a augmenté, n'étant pas restreint dans un volume, par exemple, de verre ou un contenant en métal. Donc, ma température, dans ce cas-ci, serait ma variable indépendante et le volume serait ma variable dépendante. Je pourrais faire l'inverse, c'est-à-dire que, étonnamment, je pourrais faire varier le volume et on verrait l'impact sur la température qui augmente si j'augmente par le fait même mon volume. Et ça se peut seulement et seulement si je suis à pression constante, donc facteur contrôlé numéro 1, la pression de l'environnement qui ne change pas. Et si mon N, la quantité de matière non plus, ne change pas, donc c'est sûr que si je rajoute en même temps la matière en même temps que j'augmente la température, on ne sait plus trop c'est quoi le paramètre étudié. Donc, cette relation-là, elle fonctionne, mais avec un immense bémol. La température doit toujours être en Kelvin. D'abord, donc, il faut comprendre qu'est-ce qu'un Kelvin. C'est assez simple. C'est une autre unité de mesure. À vrai dire, c'est lui l'unité de mesure qui est utilisée par tous les scientifiques à travers le monde. Il fait partie du système international. Donc, ce n'est pas le degré Celsius ni le degré Fahrenheit qui prime, mais bien le Kelvin. Fais également attention dans mon vocabulaire, on n'exprime pas de degré Kelvin, ça n'existe pas. On parle bien de Kelvin tout court en l'honneur de Lord Kelvin. Donc, on fait attention de ne pas non plus indiquer de petits symboles de degré. Il n'y en a pas. Donc, faites attention pour ne pas perdre d'unité dans ce sens. Comment convertir des degrés Celsius en Kelvin? On prend la valeur en degrés Celsius et on rajoute à chaque fois 273,15. Pour simplifier, ton manuel utilise 273 directement, donc c'est un peu plus facile. Par contre, toi, tu peux choisir si tu veux tout de suite utiliser le 273 ou le 273,15. Donc, si on est à une température de 5 degrés, on fait 5 degrés Celsius plus 273, ça va nous donner 278 Kelvin. Et si on était à moins 15 au départ, on fait la même chose, plus 273, ça va nous donner 258 Kelvin. Si on est en Kelvin et qu'on veut aller de l'autre côté, donc on comprend qu'on doit soustraire, donc de 278 Kelvin, je soustrais 273 et j'obtiens 5 degrés Celsius. Pourquoi est-ce que je devrais travailler en Kelvin et non en degrés Celsius? Eh bien, ça s'explique grâce au graphique que tu vois ici. Donc, si tu répertories plusieurs valeurs de température et de volume par le fait même, théoriquement à la maison, tu devrais arriver à une valeur qu'à 0 degré Celsius, donc en mettant une bouteille d'eau ou un repas dans le congélateur, il devrait, selon la relation de proportionnalité, disparaître en volume lorsque celui-ci frôle le point de congélation, donc autour de 0 degré Celsius. Mais ça t'est jamais arrivé de mettre quelque chose dans le congélateur et que celui-ci disparaisse. Donc, ça te confirme que la loi de Charles ne serait pas vraie si on utilisait les degrés Celsius. C'est la raison pour laquelle les scientifiques ont fait plusieurs expériences et ont constaté étrangement qu'en prolongeant les différentes droites, peu importe si on avait mis 1 mol, 2 mols ou 3 mols de gaz dans le ballon lors de l'expérience, toutes ces droites-là avaient un point commun, c'est-à-dire qu'on obtenait en théorie un volume nul lorsqu'on approchait le moins 273,15 degrés Celsius. Donc, c'est comme ça qu'on était capable d'établir que théoriquement, si on arrivait à cette température-là qu'on jugerait la plus froide, les particules non seulement arrêteraient de bouger, mais n'auraient donc plus de volume et par le fait même disparaîtraient.
Évidemment, c'est à l'étape de théorie, il n'y a rien de confirmé encore, mais on s'en approche et jusqu'à maintenant, tout va bien. Il y a plusieurs propriétés de plusieurs substances fort intéressantes, d'où les supraconducteurs qui peuvent générer un paquet de phénomènes fort intéressants en physique. Donc, c'est la raison pour laquelle ce graphique-ci, tu ne le vois pas passer par l'ordonnée à l'origine, mais dans tes notes de cours, dans ton cahier, tu vas pouvoir voir un graphique qui passe bel et bien par l'ordonnée à l'origine, donc le point 00, si le graphique est en Kelvin, donc pour montrer la relation de proportionnalité. Fais donc attention de consulter l'unité de la variable, dans ce cas-ci indépendante. Donc, si on travaille en degrés Celsius, c'est normal qu'on n'ait pas le point 00, mais c'est quand même une relation où quand la température augmente, le volume augmente, alors que si tu veux avoir une relation de proportionnalité parfaite, tu dois travailler en Kelvin et non en degrés Celsius, donc pour voir l'évolution entre les deux. Comment s'explique du côté de la théorie cinétique la loi de Charles? C'est assez simple. Au départ, tu as une pression qui est équivalente de part et d'autre. Et je te rappelle que lorsqu'on chauffe une substance, ça augmente la fréquence de collision des particules. Mais toi, justement, selon la loi de Charles, tes deux paramètres qui sont contrôlés, donc qui ne sont pas étudiés, c'est le nombre de particules et la pression. Donc, si tu ne veux pas avoir d'impact sur la pression, qu'est-ce que tu vas devoir faire parce que celle-ci vient d'augmenter par la température qui a augmenté? Ce serait donc de compenser en déplaçant le piston vers le haut. Donc, si j'augmente le volume, je rétablis l'équilibre entre mes deux pressions. Et donc, ce serait une manière un peu trichée de ne pas toucher à la pression ni au nombre de moles de gaz. Donc, en chauffant, je verrai le volume augmenter. Pour les visuels, parmi vous, vous avez une petite animation qui vous permet de le constater. Donc, d'abord, ici, on constate que j'ai une pression de 13,3. J'augmente la température, elle ne change pas, mais lorsque la température augmente, le volume augmente. Et lorsque je refroidis le tout, la température diminue et le volume diminue. Considérant que ma relation de proportionnalité de base, c'est que le volume est proportionnel à la température, si je vais les regrouper pour former une même formule dans une situation initiale, contrairement à une situation finale, ma température va glisser sous le volume pour être capable de donner V1 sur T1, alors que V2 sera sur T2. Je vous rappelle l'immense piège, les températures doivent être en Kelvin et non en degrés Celsius pour que ça fonctionne. Par contre, les volumes, on a une certaine latitude. Si tu veux travailler en litres ou en millilitres, il n'y a aucun problème. Un exercice de base, ce serait donc dans ce cas-ci de d'abord convertir les deux valeurs de température, donc la T1 et la T2 en Kelvin. Donc, je rappelle que 5 degrés, je rajoute plus 273 pour donner 278 Kelvin. Et moins 192 degrés Celsius plus 273 donnera 77 Kelvin. Le volume qui est ici, V1, c'est 2,27. Donc, je prends la loi de Charles, je l'isole, je mets mes valeurs dedans, je constate que Kelvin s'élimine avec Kelvin et on trouve une réponse à 0,62 litres. Donc, c'est ainsi que tu es capable d'établir ta relation. Et je te rappelle que tu ne peux pas travailler en degrés Celsius parce que, graphiquement parlant, la relation n'est pas proportionnelle. Oui, c'est vrai que quand tu augmentes la température, tu augmenteras le volume, mais ta relation ne passait pas par le point 00. Donc, ce n'est pas vrai qu'en doublant ta température en degrés Celsius, tu doublerais ton volume. C'est une relation quand même d'augmentation, mais ce n'est pas proportionnel si tu travailles en degrés, d'où l'importance de travailler en Kelvin. Voilà, donc je te souhaite une excellente fin de journée.